Alors avec le super porte-craie d'Arthur, à 15 € pas cher, je vais vous présenter quelques petites questions de jury sur la leçon 190 à l'agrégation externe, sur le dénombrement combinatoire, etc. Et des questions de jury selon un peu le plan que j'avais fait dans une vidéo précédente, c'est-à-dire d'une part sur les ensembles, la partie combinatoire des ensembles, voilà, une partie groupe, où finalement lemme du berger à l'honneur, et une partie série génératrice. Voilà, une question chacun, comme ça pas de jaloux. Sur la question sur les ensembles, voilà, on a P et Q, deux entiers naturels. Il faut démontrer que P puissance Q, c'est égal à la somme de K égale 1 à Q de factoriel K, K parmi P, bon, ça c'est bien connu. Et ici on a un nombre de Stirling, hein, donc c'est le nombre de Stirling QK. C'est le nombre de partitions à K éléments dans un ensemble à Q éléments. Voilà. Je vais essayer d'expliquer ceci. Voilà, ça peut être une chose assez... C'est assez classique ce genre de questions. Rappelez-vous par exemple cette question typique qui dit, bon, démontrer que la somme des m k n d-k, bon, pour k voilà, positif, je ne vais pas m'embêter à avoir d'où à où, mais vous imaginez pour que ce soit non nul, est égal à m plus n d. Voilà. Grand classique, qui consiste en fait à voir que, toujours pareil, les nombres sont des ombres, c'est-à-dire que les nombres représentent des cardinaux d'ensemble. Et ensuite, il y a tout un langage sur la somme des nombres, la différence des nombres, avec le langage des ensembles. C'est-à-dire, par exemple, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on regarde les parties à d éléments dans un ensemble à m plus n éléments, et en fait, cet ensemble à m plus n éléments, on a fixé une partition avec une partie à m éléments et une autre partie complémentaire à n éléments, et choisir d éléments revient pour tout k à choisir k éléments parmi la première partie et d moins k éléments parmi la deuxième partie. Et donc, cette formule parle d'elle-même. Donc, ce qu'on veut faire, c'est exactement faire la même chose, mais sur quel ensemble? Sur quel ensemble on va le faire? Eh bien, regardez le membre de gauche, il parle de lui-même. Cet ensemble ce nombre de gauche, c'est quoi? C'est l'ensemble des applications. D'accord? P puissance Q, c'est le cardinal de l'ensemble des applications d'un ensemble à Q éléments vers un ensemble à P éléments. Donc, maintenant, c'est le cardinal de ceci. OK. Comment on va le décomposer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir effectivement une partition des applications? Eh bien, K va représenter exactement le cardinal de l'image de F. On va l'appeler comme ça im de F, même si ça c'est plutôt le privilège des groupes et du linéaire d'en appeler im, mais l'image de F ici. Alors, comment vous convaincre de ceci? L'image de F, d'abord, je fixe l'image de F, donc prenons, on va mettre des patates, hein, voilà, donc ça va aller de 1 à Q, voilà. Ici, je vais fixer im de F, supposons qu'il soit de cardinal K, et s'il est de cardinal K, je vais supposer que c'est les éléments de 1 à K, d'accord? Alors, im de F, le im de F, ça va être, les im de F possibles, ça va être justement les P, K. Donc on regarde K parmi P, c'est ce qui nous donne tous les im de F possibles. Donc ici, on va avoir une bijection entre les im de F possibles,
hein, avec l'ensemble des parties. C'est exactement l'ensemble des parties à k éléments parmi ça, et donc il y en a pk. Donc ça, on va le fixer. Mais f n'est pas complètement déterminé par im de f. On est d'accord. Pour déterminer exactement f, à partir de im de f, eh bien, il va falloir regarder quels sont les éléments ici qui vont vers 1, puis quels sont les éléments qui vont vers 2. Et ça, oui. Mais étant donné que c'est im de f, là, ici, j'ai pris en particulier un cas, étant donné que c'est im de f, là, eh bien, je vais avoir ici, bon, là, on peut supposer que, voilà, ça, ce sont les éléments qui vont vers 1, ensuite les éléments qui vont vers 2, etc., jusqu'aux éléments qui vont vers k. Bon, pour que ce soit pas trop moche, je n'ai pas fait de croisement, mais on comprend que, d'une part, les ensembles, ce qu'on appelle les fibres, c'est-à-dire f-1 de i pour i allant de 1 à k, sont forcément deux anneaux disjoints, et comme on a tout im de f, eh bien ça forme une partition. Donc en fait, on a une partition, il faut compter, pour avoir tous ces ensembles-là, toutes ces fibres, il faut d'une part compter l'ensemble des partitions à k éléments, puisqu'on va avoir k partitions qui correspondent au k éléments ici, parmi q, puisqu'ici cet ensemble est à q éléments. Mais comme les partitions arrivent sans un ordre donné, alors que les éléments ici de l'image arrivent avec un ordre donné, il faut multiplier par factoriel. Alors maintenant, deuxième question possible du jury. Comptez combien y a-t-il d'applications surjectives, toujours pareil, hein, de là vers là, hein, et le cardinal. Bon, alors, grâce à cette formule. Alors évidemment, hein, j'avais dit déjà que ça dépendait de la formule du crible. La formule du crible nous donne une jolie formule. Mais là, c'est en fonction des nombres de Stirling. Ici, on l'a facilement, parce que qu'est-ce que ça veut dire surjectif? Ça veut dire que im de f est cardinal p exactement. Donc il faut prendre k égale p là-dedans, ce qui va nous faire factoriel p, q, p. Voilà. Alors, on a la formule du crible pour avoir ceci, mais on a aussi une jolie formule qui prouve aussi que la formule de Stirling n'est pas si simple. Voilà. Eh bien, très bien. C'est bon pour cet exercice. Et on arrive à un exercice sur les groupes. Alors, combien y a-t-il de couples FG de sous-espaces supplémentaires dans Kn, où le cardinal de K, c'est Q, comme on a l'habitude de le noter depuis Carl Friedrich Gauss. Là, effectivement, on pourrait les compter un peu à la main, mais les groupes vont nous aider à faire du lemme du berger, à créer du lemme du berger, et avec la formule des classes. L'idée, c'est de faire agir. On a GL de N de K, qui agit sur ces couples-là, l'ensemble de ces... Voilà. Comment il agit? On prend G.FG et ça fait G de F, G de G. Vous remarquerez que comme G est bijectif, ici on va avoir les dimensions qui vont être égales, respectives. Donc au niveau des dimensions, parce qu'il faut vérifier que c'est bien une action. C'est clair que les premiers axiomes de l'action sont bonnes, mais c'est pas tout à fait clair que ça reste supplémentaire. Donc que ça agit bien sur cette partie-là. Alors ici, si G ici agit sur F et G, G de F et G de G, parce que G est injective, vont être d'intersection nulle. Et la même dimension, que G est bijective, il va y avoir la même dimension. Donc ça, c'est bien supplémentaire. Et il faut aller quand même le vérifier. Hein, ça, c'est important. Alors maintenant, on a la formule des classes qui va nous dire que on va regarder cet ensemble-là. Bon, je vais l'appeler X, hein,
exemple. Alors x, ça va être une réunion ici d'orbites pour ceci, et puis avec des éléments ici fg. Alors, à quelles conditions on peut envoyer f sur un sous-espace et g qui est supplémentaire sur un sous-espace supplémentaire? Eh bien, si et seulement si, ben, f est de dimension fixée, k, si seulement si, là on a la même dimension. Ça, c'est le théorème de la base incomplète, qui va nous dire que si f est de dimension k et g, donc de dimension n-k, ils sont supplémentaires, et on va prendre pareil pour f', comme ça, prime, 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 alors il existe un G dans GLN, il suffit de prendre des bases, hein, qui envoie G de F tel que G de F égale F', et G de G égale G'. Donc ça veut dire que je peux prendre une forme normale pour F et G. Qu'est-ce que je vais prendre comme forme normale? Le sous-espace le plus sympathique de dimension K et son plus sympathique supplémentaire de dimension n-K, bah, dans Kn, G, E, la base canonique E1 jusqu'à En, voilà, et je vais prendre pour F, F0, le sous-espace engendré par les K premiers, et F et G0 engendrés par les suivants. Voilà. Et donc, mes orbites vont être, ce que je viens de voir, c'est que mes orbites vont être juste indexées. Donc je vais plutôt appeler FK, ici, c'est plus simple. FK et GK. Et je vais avoir des orbites. Alors ici, je peux prendre K de 0 jusqu'à N. Et voici ma formule. Au moins, la pré-formule des classes, c'est-à-dire au moment de la réunion disjointe d'orbites. Maintenant, chaque orbite, donc maintenant on a la somme ici de k égale 0 à n, du cardinal des orbites, ici, de fk gk, c'est-à-dire, alors je rappelle peut-être que si j'appelle gn le cardinal de gln, c'est égal au nombre de bases, c'est-à-dire qn moins 1 jusqu'à qn moins qn moins 1. Voilà. Et donc maintenant, c'est la somme pour k égale 0 à n du cardinal de gln de k, donc quotienté par le stabilisateur. Alors le stabilisateur de ces deux sous-espaces, vous allez être assez convaincu que si j'écris dans cette base, si j'écris un élément du stabilisateur là-dedans, dans la base, dans la base canonique finalement de FK et de GK, et le stabilisateur, il a cette forme-là, diagonale par bloc, avec des zéros ici. Ici, vous allez avoir GLK, et ici, vous allez avoir GLn-K. Donc ça va être la somme pour k égale 0 à n de Gn, qui est exprimé là, sur Gk, Gn-K. Ça vous fait peut-être penser à de la combinatoire classique, où on a factoriel n sur factoriel k, factoriel n-k. Ben oui, on connaît ça, c'est les nombres binomiaux, mais ça s'appelle les nombres binomiaux quantiques. Voilà, parce qu'il y a un nombre quantique, c'est le petit q. Voilà, donc on a terminé avec celui-ci, qui utilise les groupes, les actions de groupe, les orbites, la formule des classes, etc. Maintenant, oui, j'ai pas dit le petit mot magique que le cardinal du quotient, c'est le quotient des cardinaux ici. Voilà. Bon, voilà. Alors donc, maintenant, une question sur les séries génératrices.
quelle est la dimension du sous-espace? Alors ça, vous reconnaissez, ça c'est un espace vectoriel, mais c'est aussi une K-algèbre, hein, sur encore K. C'est l'anneau des polynômes à n indéterminé. Et là-dedans, on a un sous-espace des polynômes homogènes de degré D. Voilà. Alors comment? Alors on va fixer n, donc on fixe n, on va faire varier D, et on va appeler, on appelle, on note A indice D, D, parce que je ne vais pas prendre D indice D, ce serait pas joli, est égal à la dimension de ce sous-espace ici, qu'on va appeler. Voilà. Donc, par exemple, si, juste pour perdre personne, si n égale 2 et d égale, je sais pas moi, 4, on va avoir quoi? On va avoir x1 puissance 4, donc c'est le sous-espace. Donc ici, on va avoir le sous-espace engendré par x1 puissance 4, x1 puissance 3, x2, x1 puissance 2, x2 carré, x1, x2 au cube, et x2 puissance 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc la dimension A indice, donc si n est égal à 2, hein, A indice 4 est égal à 5. Mais on peut bien imaginer que plus généralement, si n égale 2, A indice D, D plus 1. Oui. On est d'accord? Bon. Pardon. Voilà. Ok. Trop concentré à filmer. Concentre-toi sur la caméra. Ok, c'est bon. Donc voilà, et c'est ça qu'on va. Après, ça devient compliqué. Si n égale 3, n égale 4, on imagine qu'il y a, parce que c'est récurrence un peu double. Mais là, on va se servir des séries génératrices et on va regarder somme de AD, ZD. Bon, on va supposer que AD est suffisamment petit pour qu'il y ait un rayon de convergence. On regarde ça comme une série entière. Pour D, supérieur, on peut prendre supérieur à 0. Hein. On va regarder cette série entière sur un rayon de convergence, hein, sur un disque de convergence. On vérifiera peut-être après, il faudra peut-être dans un deuxième temps vérifier que ce disque n'est pas vide, qu'on n'est pas en train de faire rien du tout, quoi, en fait. Ce serait dommage. Alors, c'est égal à quoi? Eh bien, les polynômes homogènes, c'est AD, c'est le cardinal de l'ensemble des couples D1, Dn, dans n puissance n, tel que d1 plus dn est égal à d. Et on regarde le cardinal de ça. Hein, vous voyez, c'est exactement ce qu'on a fait. Hein. On a pris 4, 0, 3, 1, 2, 2, 1, 3 et 0, 4. Hein, voilà, hein, tout simplement. Donc ça veut dire, bah oui, mais ça, comment on l'obtient? On a ici sur les séries une notion d'indice de somme, de produit, etc. En fait, ça veut dire que c'est 1 plus z quand on va... bon, là, je ne vais pas prendre zn, mais zm plus, etc. Et quand on va le multiplier n fois, si on le multiplie n fois, ce qu'on va avoir en degré D, ici, c'est exactement, ici on va avoir D1, ici on va avoir du Z D2, le dernier on va avoir du Z Dn, et quand on va multiplier, le coefficient qu'on aura ici, ce sera exactement le cardinal des n-uplets de DI dont la somme fait D. Voilà la raison d'être finalement des séries génératrices. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à calculer AD grâce à ça.
Mais ça, si vous voulez, c'est égal à 1 sur 1 moins z puissance d. Puissance n, pardon. Parce que chaque fois, c'est la série géométrique. Bon, alors ça veut dire qu'on est sur un bon rayon de convergence. On est d'accord. Le rayon de convergence, maintenant, c'est 1. Et là, c'est clair que ça va nous donner un rayon de convergence de 1. Et donc que D, il est non vide. Bon, donc on avait laissé cette question en suspens. Là maintenant, on se demande comment récupérer AD. Bah oui, AD, on va le récupérer grâce à la formule de Taylor. C'est-à-dire que AD, d'accord, ça va être, donc si ça c'est f de z, et que f, on voit bien que sur le disque ouvert de convergence, c'est infini, on va avoir que AD, c'est égal à la dérivée dm en 0, divisé plutôt par factoriel d. Alors maintenant, ça veut dire que ça, il faut que je le dérive d fois. Bon, alors il y a une formule, parce qu'il y a le moins, et à chaque fois il y a un moins aussi, mais ça va se compenser, et il va y avoir un factoriel n. Alors, on dérive une fois, ça va faire n, deux fois, ça va faire n moins 1, jusqu'à d fois, ça va faire n moins d plus 1, sur factoriel d, de, qu'est-ce qu'on va obtenir? 1 sur 1 moins z puissance n moins, j'ai envie de dire n moins d plus 1. D'accord? Déjà, si on dérive 0 fois, si on dérive 0 fois, donc ça fait, non, c'est n moins d. C'est n moins d, ouais. C'est n moins d, voilà. Juste toujours vérifier pour le premier coup. Et bien maintenant, ça, oui, mais en 0. De toute façon, on s'en fiche. Donc ici en 0. Donc on va avoir ça. Et c'est ce que va nous donner. Ça va être notre formule. Est-ce que je me suis pas... Non, je me suis trompé. Parce que c'est n plus 1, n plus d, moins 1, ici. Parce que à chaque fois... je vais avoir, j'ai fait comme si, en fait, parce que là c'est une puissance moins n. Donc en fait ça monte. D'accord? Je vais quand même vérifier pour voir si je ne me suis pas trompé, parce que tout ça est très improvisé en fait. Ici, quand n égale 2, je devrais avoir 2 fois 3 fois, etc., fois n fois d, n plus d, donc 2 plus d moins 1, donc d plus 1, sur factoriel d. Et ça fait d plus 1. Donc on retrouve le d plus 1. Donc on va dire que je ne me suis pas trompé. Et voilà, on a terminé les 3 exercices.